De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook et à 13h déjà en replay sur le YouTube d'EclairFM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe, dans le présent, dans le futur, mais aussi dans le passé, effectivement, parce que souvent, on regarde des films qui nous parlent de la Première Guerre mondiale et compagnie, mais on n'entend pas parler des Antillais. Que faisaient les Antillais pendant cette époque? Mais pour en parler, j'ai reçu un professionnel, Hannes Nuts, et avec nous sur le plateau, ce fameux chroniqueur, professeur et fan de série, Kanoufé. Mais on est là, tranquille, hein, ça va. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es un vrai couteau suisse. On peut parler de tout avec toi. De tout et de n'importe quoi. Et de n'importe quoi. Bien. Avec un ton assez léger qui peut permettre à tout le monde de nous comprendre. Et là, vas-y. Mais tu sais que par rapport à ton introduction, parce que toi, tu as dit parler du passé, mais moi, j'ai même envie de dire, avec ce qui se passe avec les histoires de Russie, etc., moi, tout le monde me dit, mais si la France déclare la guerre, qu'est-ce passé, genre, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut partir en guerre, sérieusement? Voilà. Est-ce que nous, on peut partir? Est-ce qu'ils vont nous appeler? Mais concrètement, on est français. S'il y a un conflit, voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il y a les droits et il y a les devoirs. Donc au bout d'un moment, si le conflit se généralise, chose qu'on n'espère pas, mais il faut le garder dans un coin de sa tête. D'où l'idée de parler un peu de ce qui s'est passé avant pour comprendre un peu, comment ça se construit, le rapport à la métropole, le rapport à la guerre, etc. Et ça, c'est des éléments qui pour moi sont assez importants. Donc là, justement, comme je l'ai dit, on va parler donc de la Grande Guerre. Et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler d'Antillais. Dans cette fameuse guerre, il y avait des Antillais. Et comment est-ce qu'ils ont été recrutés? Est-ce que ça a été le même système? Messieurs, vous êtes français, venez défendre les couleurs de la France. Exactement. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne comprend pas trop, on parle de guerre mondiale. Alors qu'on pense à Verdun, enfin tu vois, on pense à l'Europe uniquement, où le côté, en fait on voit pas trop le côté mondial. Alors que finalement, quand on regarde à cette époque, donc 1914-1918, les principaux pays belligérants, les pays qui se battent, c'est des empires qui ont des territoires un peu partout. On pense notamment à l'Empire français et l'Empire anglais. Et en fait, quand on pense à eux, il ne faut pas juste penser à la France hexagonale ou à l'Angleterre insulaire, donc juste Grande-Bretagne, etc. Il faut penser du coup à l'Inde, il faut penser à la Jamaïque, il faut penser au Ghana, il faut penser au Mali, il faut penser à l'Algérie, il faut penser du coup également à la Guadeloupe, à la Martinique. Donc en fait, à tous ces territoires. Et tous ces territoires-là, qui sont également concernés par la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a fait venir des soldats se battre en mer Noire, se battre en Europe, se battre un peu partout. Et donc c'est ce qui fait que finalement, les 4 coins du monde ont été concernés par une guerre qui, à la base, effectivement, concernait uniquement des Européens. Tu vois? Donc voilà pourquoi on parle de guerre mondiale. Maintenant, sur le rôle des Antillais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pas longtemps avant la guerre, avant 1913, les Antillais, Guadeloupe et Martinique, pour ne citer qu'eux, ne sont pas concernés par la guerre. Et d'ailleurs, il y a un vrai débat autour de ça. Parce que tu as d'un côté ceux qui disent on n'est pas concerné par la guerre, donc il n'y a pas de service militaire, on n'est pas concerné, laissez-les faire leurs histoires de guerre entre eux, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais de l'autre côté, tu as beaucoup d'Antillais qui sont un peu dans l'approche assimilationniste. Donc en gros, eux ils se disent il faut qu'on s'assimile pour avoir plus de droits, parce que tant qu'on n'est pas assimilé, ils continueront à nous traiter comme des moins que rien, etc. Donc eux ils disent il faut un service militaire en incorporant les Guadeloupéens et les Martiniquais, parce que, et il faut bien comprendre leur logique, c'est en se battant qu'on pourra justifier mi sang en nous, on a fait couler notre sang, parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un vote avec vous, donc on est dans la même équipe. Donc il faut bien comprendre, tu sais, c'est un peu un autre monde, tu vois. C'est pas nous aujourd'hui on connaît pas trop la guerre, donc on voit pas trop faire couler notre sang, etc. Nous ça nous parle pas trop. Mais il faut bien comprendre que pour cette époque-là où la guerre est beaucoup plus présente, pour beaucoup d'Antillais c'est hyper important. Ils se disent non, une fois que certains auront fait couler le sang, la République pourra plus dire vous êtes étranger, machin, etc. Français à moitié. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une bataille juridique, judiciaire pour comment on fait en sorte que ces Antillais-là puissent entrer dans les rangs. Et beaucoup ne veulent pas, même beaucoup en France hexagonale, parce qu'ils savent qu'une fois que des soldats vont se battre, ils savent que s'ils ont accompli tous ces devoirs-là, il va falloir leur donner plus de droits. Donc tu as toute une tension derrière ça, et c'est finalement en 1913 que les premiers recensements vraiment officiels sont mis en place, et on dénombre 10 000 soldats potentiels. Donc 10 000 personnes prêtes à faire leur service militaire, à aller se battre, etc. etc. Et donc 1913, l'année d'après, il y a la guerre qui se déclenche, donc rapidement
tu as environ 1 millier de soldats pour la Martinique et 1 millier pour la Guadeloupe qui vont mourir carrément. Donc pense à tout ce que j'ai dit. Ils sont morts. Donc c'est pas uniquement ils sont allés se battre et ils sont blessés. Non, c'est que du coup il y a un droit, il y a des droits qu'on va devoir donner à leur famille, à leurs souvenirs, à la mémoire, etc. parce qu'ils auront participé à cette guerre. Et donc par rapport à ça, moi je voulais parler d'une figure qui pour moi est malheureusement méconnue. Et c'est bizarre parce que lorsque tu vas dire son nom, je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se dire mais comment ça, c'est pas le nom d'un quartier ça? Si je te dis Mortenol. Cocolo. Toi tu penses à quelle chanson? Mortenol. Adieu ça. Et nous parlons pour Santos. Donc ce fameux nom Mortenol donc, au final. Exactement. Tu sais que moi il y a quelques jours je demandais à mes élèves, je leur dis si je vous dis Mortenol. Et tout le monde a répondu la même chose que moi. Non, mais les gens ont dit quoi? On dit mort, c'est la mort, parce que Mounka mort, j'ai dit wouh! Il est important de pouvoir remettre les choses à leur place. Comme je pense, tu vois, je sais qu'il y avait une autre émission où tu parlais d'ouragan, etc. Il faut que la population soit consciente de tout ça et il faut que les gens soient éduqués pour qu'on puisse tous avancer. Bah, même chose par rapport au passé, par rapport au monde qui nous entoure. On passe devant des quartiers tous les jours. Mais finalement, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Alors que pour moi, effectivement, pour moi, le commandant Mortenol, mais c'est une histoire de psychopathe. C'est une histoire de dingue. Dis-nous tout. En fait, ce qui se passe, donc lui, il naît en 1859. L'abolition de l'esclavage, 1848. Son père était un esclave affranchi. Donc, il faut s'imaginer en termes de destin social, c'est pas un fils d'avocat, de machin, etc. Mais le gars va devenir commandant de la Première Guerre mondiale, va défendre Paris. Paris est sauvé d'une certaine manière grâce à Mortenol. C'est fort. 1959, il fait ses études. Lui, il est né à Pointe-à-Pitre. Il fait ses études dans une école privée chez les sœurs, etc. On voit tout de suite qu'il est brillant, qu'il arrive à capter, etc. Il est envoyé avec une bourse et une bourse qui lui est donnée. D'ailleurs, est-ce que c'est Victor Schellcher qui finance sa bourse, etc. Bon, ça, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, il part à Bordeaux pour faire une préparation aux grandes écoles. Et donc, il a des résultats de psychopathe parce qu'on se rend compte qu'il est très très chaud. Tout de suite, il intègre Polytechnique. Donc en gros, Polytechnique, pour faire simple, c'est l'école. Une école d'ingénieurs française qui est la plus réputée, mais genre c'est pour l'époque, c'est l'une des meilleures écoles au monde. Donc le gars avait Donc on a un descendant d'esclaves direct, affranchi, qui rentre à l'une des meilleures écoles au monde entier. Et d'ailleurs, ce que disent beaucoup, il y avait des chroniques à l'époque, parce que pour entrer à cette école, certes, tu as des épreuves écrites, donc lui peut-être il a été formé, mais tu avais des épreuves physiques. Il fallait notamment savoir faire de l'épée, il fallait savoir faire ci. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas la bande à Borel, machin. Tu vois, le gars ne peut pas faire de l'escrime à Petit-Bourg. Il ne peut pas aller au gymnase de Petit-Bourg. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas Laura Flessy, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas Isoratibus, tout ça, etc. Donc, le gars est brillant à l'écrit et brillant sur les épreuves physiques. Tout le monde se dit mais c'est un extraterrestre. Donc il fait ses études également à Polytechnique, il est brillant et en sortant de Polytechnique, il choisit d'aller dans la marine. Et ce qui est dingue, c'est que son père, d'après certaines chroniques, après avoir été affranchi, parce qu'il faut garder en tête, son père a été affranchi. Et ensuite, il a dû trouver un travail, etc. On est dans un monde qui, pour nous, est fou. Et apparemment, il aurait été voilier, il aurait travaillé, donc peut-être, je sais pas, à carénage, peut-être, tu vois, dans tout ce qui est bateau, etc. Et donc, lui, il décide de s'orienter vers la marine. Parce que quand tu sors de Polytechnique, tu as une formation militaire, tu as une formation de technicien de haut rang, etc., etc. Donc, ensuite, tu choisis. Est-ce que je vais travailler pour la construction des villes? Est-ce que je vais travailler pour l'armée, etc. Lui, il se dirige vers l'armée et vers la marine. Donc, il faut s'imaginer, son Timoun la Pointe, donc il voit la mer autour de lui, son père était peut-être marin, donc il se dit je vais aller justement dans ce monde-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la marine, t'as que des 2 Fursac, de la Roche-Joubert, de la Rochefoucauld, Donc en fait, c'est même pas juste des blancs hexagonaux simples. Non, là t'as la haute, de la haute. Donc pour eux, voir, donc déjà, c'est le premier noir polytechnicien. Parce qu'en fait, tu avais eu Camille Périnon, un Martiniquais, un métis, mais là, tu as le premier noir. Et d'ailleurs,
même quand tu vas dans les archives de Polytechnique, ils savaient pas trop. Ils ont dit qu'est-ce qu'on met, mulâtre, nègre. Tu vois, ils étaient un peu gênés parce qu'ils disaient parce qu'il faut bien s'imaginer, pour eux, on est encore à l'époque où on n'a pas le même cerveau. Eux, ils vont moins vite. Exact. Ils sont pas capables de comprendre ça. Et lui, il est en train de démonter tout ça. Il leur dit non, les gars, asseyez-vous. Observez-moi et apprenez. Et apprenez. Exactement. Je m'appelle Mortenol. Exactement. Aïdiosa. Aïdiosa encore. Et donc, il va vers la marine. Il va vers la marine, on apprend qu'il va, donc on est à la toute fin du 19e siècle. Il va en Indochine, il va à Madagascar, il participe à des expéditions à Madagascar, il va au golfe de Guinée, il va au Bénin, etc. Le gars est commandant de vaisseau, soit il est second, donc soit il est donc avec un commandant, soit il est lui-même commandant de certains vaisseaux, en sachant que donc être commandant de vaisseau, tu as des dizaines de personnes, voire un petit peu plus, qui doivent écouter tes ordres. Exact. Et c'est des 2 Fursac, de je sais pas quoi. Et donc, il faut bien comprendre que beaucoup vont pas du tout accepter ça. Ils vont se dire, mais d'où un nègre va commencer à nous expliquer comment faire, etc., etc., etc. Mais malgré ça, alors, il y a eu beaucoup de blocages. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'atteint pas le niveau d'amiral. Okay. Tu vois, amiral, c'est l'équivalent de général. Ouais. Mais malheureusement, il va pas atteindre ce niveau-là. Et peut-être que dans nos téléspectateurs, moi j'espère que bientôt il y aura un jeune Guadeloupéen, Martiniquais. On compte sur vous. On espère qu'on est en train de vous motiver là. Amiral. Les futurs Mortenol. Admiralty, tu vois. Ça vaut la main. Sorti. Vous allez sortir ça quand vous êtes. Alors maintenant, présentez-vous. Ça vaut la main. Sorti. Exactement. On te laisse continuer. Et du coup, l'amiral, il monte. Mais c'est fou parce qu'on rappelle que c'est vraiment comme dans les films. C'est-à-dire que concrètement, il a fait toute sa carrière, il les a démontés en montrant qu'il est fort physiquement, mentalement et intellectuellement. Exactement. Et techniquement aussi. Et techniquement, parce qu'il mène des expéditions, notamment à Madagascar, qui font que, en fait, à chaque fois, il revient avec des auréoles. On lui donne de nouveaux grades. Il y a même le président du conseil de l'époque. Genre, c'est comme si tu as Emmanuel Macron. Enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, mais bref, qui commence à dire voilà, lui, c'est vrai que j'ai entendu parler de lui, il est brillant, etc., etc. Et donc, c'est complètement fou. Mais là où il va exceller, c'est à 2 moments pour moi. Première guerre mondiale, donc 1900. Donc lui, on est au début du XXe siècle. La guerre mondiale éclate. Sauf que lui, il a commencé à atteindre un âge. Donc, ils ne se disent pas, pour les hauts gradés, on n'envoie pas quelqu'un qui a atteint un âge sur le front comme ça. Sauf que lui, il demande à y aller. Parce qu'il dit, les gars, moi je suis chaud. Je maîtrise les canons, je maîtrise ça, je maîtrise ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1915, il prend la direction de l'aviation militaire à Paris. Donc, ils sont, en gros, ils sont obligés de se baser dans un lycée, le lycée Victor Duruy, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ils se basent dans ce lycée. Et c'est de là-bas qui mènent, en image, c'est le lycée qui existe encore aujourd'hui. Et de là-bas, ils sont obligés donc ils ramènent des garnisons militaires, etc. pour pouvoir tirer contre. Tu sais, on est en 1914, il commence à avoir de nouveaux avions. Exact. Et tu as aussi les ballons dirigeables là, qu'on appelle les Zeppelin qui commencent à arriver et qui tiraient sur toutes les villes. Voilà comme on le voit exactement. Et qui tiraient. Et donc, tu as ce commandant, Mortenol, qui prend la direction de l'aviation militaire à Paris. Donc, c'est la capitale de la France, qui, je rappelle, est défendu par le Guadeloupéen Mortenol. Et c'est lui qui va organiser toute la défense aérienne de Paris et il va gérer, on dit, selon les archives de Polytechnique, il aurait commandé plus de 10 000 hommes sur la capitale parisienne. Donc Paris a été protégé, sauvé par le Guadeloupéen Camille Mortenol. Et ça, pour moi, c'est... Et je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des frissons. En plus, quand tu nous fais le descriptif de sa vie, ça veut dire qu'il a géré le côté maritime, mais là, il a géré le côté aérien aussi. Terrestre aussi. Le gars, c'est Capitaine Guadeloupe. Exactement, non, mais exactement. Pour moi, il faut mettre des rues. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas... Tu vois, en fait, on ne connaît pas assez. Mais c'est clair. Tu vois, il y a ce quartier Mortenol. Il y a une statue Mortenol qui est donc à Pointe-à-Pitre sur les quais, derrière vers Saint-John-Perse, etc. Mais malheureusement, pour moi, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de mise en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, tu vois. Merci de m'avoir invité. Mais c'est important pour des phases comme ça. N'hésitez vraiment pas à faire tourner l'émission et surtout réagir à ce que vous le saviez. N'ayez pas honte de dire non, parce que même moi, je ne le savais pas qu'il avait. Mais même moi, je ne le savais pas. Franchement, on ne savait pas. Donc, là, donc n'hésitez pas à faire tourner. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de grandes figures comme ça, en Guadeloupe, en Martinique, qui sont incroyables
et qui devrait être mis en avant, donc je sais pas, un projet, un truc, il faudrait mettre en place quelque chose pour. Parce que imagine un petit peu toutes les réflexions qu'il a eues, tu l'as dit très bien tout à l'heure. Exactement. Il commandait des gens qui n'avaient pas l'habitude, l'esclavage c'était pas loin. Exactement. Donc ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On obéit à un noir. Et les gars, déjà en 2022, on est comme ça. Mais c'est dingue, exactement. Les réalisateurs de films, faites un film sur Mortonel. Exactement, voilà. Exactement. Et surtout, ce qui aussi un peu ce qui met une claque, c'est qu'on aurait pu se dire, ouais, Missier quand même, peut-être qu'il a commencé à vriller, à se dire, ouais, moi je suis pas comme les autres nègres. Exactement. Moi j'ai compris, je suis un polytechnicien et en vérité, il aurait toutes les bonnes raisons de penser ça. Parce que quand tu sors de Polytechnique, je rappelle, alors déjà aujourd'hui, les polytechniciens avec leur chapeau, c'est des gars, ils vivent dans un autre monde. Et c'est clair. Mais à cette époque-là, Polytechnique, c'est comme si aujourd'hui tu dis, je sais pas, que le gars sort de Harvard, des meilleures écoles au monde, et donc lui il sort de là, mais malgré ça, il garde le contact avec les Antillais. Donc après la guerre, lui il installe à Paris, et en fait il y a plein de correspondances qui disent que apparemment il aurait monté un réseau, et tous les Africains et Antillais qui étaient à Paris, il les prend un peu sous son aile, et en gros lui, tu vois, il a vu le monde militaire, il a vu le monde aussi mondain. Tu sais, il faut s'imaginer Paris c'est les années folles. Exact. Donc tu as des lieux où, je sais pas, les gens font la fête. C'est à l'époque où il y a Joséphine Baker, où on aura peut-être l'occasion d'en parler, etc. Exact. Donc tu as toute cette vie un peu bouillante. Et lui, il garde en tête, ok, on peut faire la fête, on peut machin, mais tous les petits qui arrivent derrière, on va les former. Et donc lui, apparemment, il aurait aidé d'autres générations venues après, que ce soit les Gaston Monerville, que ce soit plein d'autres qui sont venus après, qui ont pu peut-être bénéficier de ses conseils. Il faut s'imaginer que, donc parce qu'on sait qu'ils se retrouvent à Paris, en gros il leur explique, ok les gars, quand vous allez manger avec eux, faites ça. Il y a des petites astuces. Tu as des petites astuces de quand vous voyez les deux Fursac, faites ça peut-être avec votre doigt pour dire rajoutez-moi un peu de champagne, machin. Voilà, petite douette. Exactement. Et mine de rien, en fait, quand il fait ça, et on sait, parce qu'il y a plein de sources qui le disent, lui, il est dans la transmission. Il est dans, ok, les gars, infiltrons, entrons, pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs, entre guillemets, au pays. Et pour moi, c'est ça qui montre que c'est vraiment une figure exceptionnelle, parce qu'il n'est pas simplement dans lui individuellement. Il est dans, tu vois, il est allé dans la marine par rapport à sa famille, par rapport à son père, et il est aussi dans cette transmission. Et donc finalement, lui, il meurt en 1930. Paix à son âme, tu vois, on dit que la terre lui soit légère, entre guillemets, mais pour moi, il faut qu'il vive encore, il faut qu'il vive en nous. Là, ça va faire dans 8 ans, ça va faire un siècle qui nous a quittés. Donc pour moi, il faut qu'il continue à vivre en nous. Exact. Et le meilleur moyen pour moi de le célébrer, c'est de diffuser sa vie. Un maximum. Et s'il peut y avoir un jeune Guadeloupéen, une jeune Guadeloupéenne qui reprend le flambeau, pour, je sais pas, devenir amiral, devenir commandant, etc. Parce qu'il y a aussi quelque chose, et je pense que pour nous, tu vois, donc, d'un côté, c'est bien de voir des grandes figures exceptionnelles, tu vois, de dire, voilà, il y a des gens qui ont brillé, il y a des gens qui étaient forts, mais de l'autre côté, ça peut aussi un peu aller dans le sens de, oui, mais lui, il était bon, mais les autres, c'est un peu des moins que rien. Et moi, je veux qu'on confirme que non, lui, alors c'est un destin exceptionnel, mais en vrai, il n'est pas aussi exceptionnel que ça. Il y a des milliers d'autres Guadeloupéennes, d'autres Guadeloupéens qui vont prouver qu'ils sont très très chauds, très très puissants, et qu'il y a une vraie terre de champions, de Yannick Borel à commandant Mortonel. Oh là là, c'est beau. J'espère que vous êtes fiers d'être Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Réunionnais, bien sûr, même si vous êtes loin. Exactement. Mais justement, est-ce que dans le programme scolaire ici en Guadeloupe, on visite quand même un petit peu la vie de Mortonel, ou pas du tout? Nous, on a des adaptations. Tu vois, on a des adaptations au programme. L'idée, c'est aussi, tu vois, moi, c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est de pas non plus faire un programme complètement différent, parce que vous, demain, quand vous allez dans des... Tu vois, je parlais avec de certains qui vont aller à Sciences Po, certains qui vont aller dans ça. S'ils n'ont pas aussi ce qu'ont eu leurs concurrents qui vont passer les mêmes concours peut-être, qui étaient, je sais pas, à Paris ou à Bordeaux, ils auront un désavantage. Mais moi, l'idée, c'est aussi d'amener quelque chose en plus. Et donc, c'est un peu comme ça où les programmes sont adaptés. Donc, nous, ce qu'on demande, en tout cas, ce qui est demandé dans les programmes, c'est de montrer quelques figures comme ça. Et moi, je me dis, moi qui enseigne à Pointe-à-Pitre, on est obligé de parler de Mortonel, en fait. Pour moi, c'est une obligation. Et en vérité, il faudrait que partout en Guadeloupe, en fait, tous les élèves entendent parler de Mortonel, parce que pour moi, c'est
en fait, il y a à la fois ce côté-là, quand on entend Mortonnelle, il y a tellement de choses qui viennent en tête qui ne sont pas forcément… Qui ne sont pas directement liées à positives, et déjà qui ne sont pas positives, et de montrer que… en fait, même ceux qui habitent dans ce quartier devraient être fiers de dire nous, notre quartier a le nom d'une figure incroyable justement de notre territoire et de mettre ça en avant et de montrer que c'est quelque chose de positif et surtout que c'est quelqu'un comme nous. Tu vois, c'est pas… Nous, on dit que c'est un destin exceptionnel, mais non, c'était un jeune homme qui était comme nous, qui avait peut-être ses doutes, qui avait peut-être ses difficultés, mais il a fait ses choix, il s'est battu, etc. Et donc pour nous, il faut aller dans ce, tu vois. Oh là là, c'est kiffant de savoir tout ça. Mais c'est vrai, les gens qui habitent dans le quartier Mortonnelle, après l'émission, ils vont sortir comme ça. Mais toi, t'habites où? C'est quoi le quartier? Nous, c'est Mortonnelle, franchement. Exactement. Ça serait bien de faire voilà, tous les grands noms de… les grandes figures. La chronique. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc à faire. Le prochain, là, on va vous faire kiffer et puis vous allez sortir fiers. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de Mortonnelle. J'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a donné des frissons. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux et à faire tourner, bien entendu, l'émission. Tu reviens très vite puisqu'on a énormément de thèmes. Donc tu reviens très vite. Et puis bien, forcément, c'est un autre monument de la Guadeloupe, même de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. On en parle tranquillement. Merci à toi. D'ailleurs, si on veut te poser des questions, te suivre, parce qu'on rappelle que lui aussi faisait des petites vidéos de 1 minute pour expliquer pas mal de choses qu'il avait vu venir le truc en Ukraine. Et oui, et l'anarchie en Ukraine, il me l'avait dit, je ne l'ai pas écouté, mais il me l'avait dit. Il faut toujours écouter les professeurs. Exactement. Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok? Exactement. Et la totale, de toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher. Juste Bruno. Juste là. Bruno nous fait danser. Voilà, donc non, c'est là. Donc, voilà. Instagram, le shot avec un 0 à la place du O. Le shot également sur Facebook. Si vous êtes boomer, si vous avez 40 ans, vous êtes sur Facebook. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous aime très fort. Mais en tout cas, voilà, ça se passe sur les réseaux, que ce soit pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Haïti, blablabla. Il a oublié Dominica. Dominica, on est ensemble. Et voilà, ça se passe comme ça avec Styly. C'est la meilleure émission de la Terre. Restez connectés. Qu'elle nous fait. Yes. Et vous avez vu les petites vidéos explicatives sur Facebook, sur Instagram qu'il fait. C'est la même énergie. Vous apprenez énormément en rigolant. Donc connectez-vous, suivez-le, lâchez les petits likes, lâchez les petits commentaires. Encore une fois, lui aussi, c'est quelqu'un du pays qui fait énormément pour vous. Et honnêtement, faites tourner l'émission sur Mortonnelle. Exactement. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Et à très très vite. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps bien sûr de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette petite chemise pour que j'aille tout à l'heure dans la communion de mon neveu. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et passer à l'écran et demander Nathalie. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.